Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouvel aparté de l'étape. On est ravis de vous accueillir en ce début d'année 2022. C'est le premier aparté pour nous, le 28e en réalité depuis qu'on a lancé ce format. On est particulièrement heureux de pouvoir entamer l'année avec Florent Lacour et le thème de l'improvisation des ressources pour innover. Un petit mot juste en introduction pour vous rappeler sans doute, parce que vous êtes des fidèles, je n'en doute pas, de nos apartés, que ce sont des formats qui s'ancrent dans la programmation de l'étape, l'espace de travail des agents publics, qui est le tout premier espace de coworking dédié aux agents publics. Il est situé dans le 9e arrondissement et il accueille des agents publics nomades qui n'ont pas envie de faire 40 minutes de métro pour entrer dans l'administration quand ils ont une réunion en plein cœur de Paris, qui peuvent donc venir poser leur ordinateur dans nos murs. Pour les agents publics qui sont télétravailleurs, je pense qu'on le subit tous là un petit peu en ce début d'année. On a les jours de télétravail qui se sont multipliés. Et des fois, ça peut faire du bien de sortir un petit peu de son appartement ou de sa maison, si on a la chance d'en avoir une, pour aller télétravailler au sein aussi d'une communauté d'agents publics qui viennent d'administrations différentes. Ça permet aussi de rencontrer des administrations qu'on n'aurait pas eu l'occasion de fréquenter dans sa vie administrative normale. Et puis, évidemment, à l'étape, on accueille également les équipes projets qui ont besoin d'un espace pour accélérer leur projet sur une demi-journée ou 2 jours, ou qui ont besoin d'un espace créatif ou modulable pour accélérer leur projet ou faire un atelier créatif. Voilà, en tout cas, on accueille aussi des pratiques de travail plus collectives. Et donc, évidemment, au-delà de ces 4 murs physiques, on a cette programmation avec ces apartés. Et aujourd'hui, donc je le disais un tout petit peu en introduction, on va parler un petit peu d'improvisation, agir avec l'imprévu. C'est vrai que l'improvisation est souvent associée au manque de préparation, voire au manque de professionnalisme des fois. Quand on évoque ce terme. Et pourtant, on sent quand on lit le livre de Florent, c'est aussi une compétence qui est largement sous-estimée, qui permet de s'adapter, qui permet d'agir dans des situations, face à des situations imprévues. Et la question qu'on va se poser ce matin, c'est du coup comment mettre nos ressources individuelles au profit de ce processus d'innovation. Et on a la chance, pour nous accompagner au cours de cet aparté, d'accueillir Florent Lacour, qui est coach. Alors, j'entends un petit écho. Est-ce qu'il est possible juste de verrouiller les micros? Hop, je le fais. Désolée, je le fais un petit peu manu militari. Anne-Solène, n'hésitez pas à déverrouiller votre micro dès que vous souhaiterez prendre la parole. Et donc, je disais, on accueille Florent Lacour, qui est coach en créativité, consultant en management et surtout auteur du livre Apprivoiser le crocodile ou comment agir avec l'imprévu au travail, qui est sorti tout récemment. Florent, je te laisse la main pour faire une première partie, peut-être un petit peu théorique, en tout cas pour poser un peu les bases de notre échange. Et puis ensuite, l'idée, évidemment, comme traditionnellement sur tous nos apartés, c'est de pouvoir échanger, qu'on se réserve une bonne demi-heure pour échanger tous ensemble. Merci Marine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux d'être avec vous ce matin, car ce sujet, vous vous en doutez, n'est pas un sujet particulièrement, malgré certains… Il y a un paradoxe avec ce sujet, c'est que quand on en parle, on se dit que c'est incroyable que la pertinence du sujet et des questions que ça pose. Et en même temps, c'est vraiment un peu l'improvisation, c'est un peu un mal-aimé, quoi. Comme tu l'as rappelé, on parle d'impréparation, de non-professionnalisme. Donc, pour moi, c'est toujours un moment chouette que de partager à la fois cette espèce de vocation, de passion que j'ai sur le sujet, et puis un peu des propositions à faire. Alors, donc, je suis Florent Lacour. Oui, donc en effet, donc je suis à mon compte, hein, je suis un indépendant. Je travaille avec pas mal de cabinets en partenariat, ce qui me permet d'intervenir dans le secteur public, donc d'intervenir
dans des collectivités territoriales, dans des ministères, que ce soit les services concentrés ou déconcentrés, notamment par exemple pour le ministère de la Culture. Ça me permet aussi d'intervenir dans l'industrie, dans la banque, dans le milieu associatif, et ce qui me permet aussi peut-être voilà, d'avoir un point de vue un peu, de transférer des choses, d'identifier des choses. Donc, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. En gros, j'ai dit à Marine que je vais essayer de relever un défi parce que je suis très bavard, c'est d'être le plus court possible pour que vraiment on ait un échange. Parce que pour le coup, la dernière fois que j'avais fait un aparté, on avait été un peu juste. Et donc, pour le coup, l'idée, c'est que je m'excuse par avance si parfois je vais être un peu rapide. Voilà, donc à la limite, gardez les questions qui peuvent émerger pour vous, là, et ou alors même les mettre dans la conversation au fur et à mesure qu'elles viennent, et puis on essaie de garder un temps pour discuter de ça. Alors, je vais partager mon écran, je vais m'appuyer sur un support, voilà, qui sera, voilà, j'espère que vous le voyez bien. Les quelques idées que je vais partager avec vous, elles sont donc détaillées, développées dans ce livre, donc Apprivoiser le crocodile ou comment agir avec l'imprévu au travail. Alors, pourquoi le crocodile? Le crocodile, parce qu'en fait, dans ce livre, je raconte une petite anecdote qui me semble très parlante sur la question de l'improvisation ou de agir avec l'imprévu au travail. Donc, c'est une téléopératrice qui m'a confié ce témoignage, une téléopératrice qui travaille dans l'assistance. Je peux nommer cette société parce que voilà, qui travaille pour la GMF, donc vous voyez, peut-être que ça vous parle, qui travaille chez la GMF et qui a un coup ça fait 6 mois qu'elle est en poste, donc c'est une jeune opératrice, ça fait 6 mois qu'elle est en poste, elle travaille la nuit cette semaine-là, et elle reçoit un appel qui vient d'Australie, figurez-vous. Et le monsieur qui l'appelle lui dit, voilà, bonjour, avec une voix tremblotante, je me suis endormi à l'ombre de mon camion en Australie. Voilà, ma famille est dans le camion et je me suis endormi à l'ombre, je faisais une sieste et à 2 mètres de moi, il y a un alligator, qu'est-ce que je peux faire? Donc l'opératrice, vous vous en doutez, est un peu surprise. Elle se dit, mais comment ça se fait que… Enfin, voilà. Et il dit, écoutez, hier, j'ai appelé votre collègue parce que j'avais un problème avec mon camping-car. Donc, c'est pour ça que c'était un des numéros qui était le plus facile que j'ai trouvé. Et voilà, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Donc, vous imaginez, elle, son boulot, c'est en général de dépanner des gens à distance pour trouver un garage ou pour les rapatrier. Et là, elle lui parle d'un alligator. Donc, et son premier réflexe, c'est de regarder dans son ordi pour voir s'il y a un process qui correspond, mais il n'y a pas. Il n'y a pas alligator ou crocodile, il n'y a pas. Voilà, donc, alors je vous passe toute l'histoire, parce que l'histoire peut être très longue, mais finalement, au bout de 15 minutes d'échange avec le monsieur, elle a une idée qui lui vient, c'est d'appeler la Société protectrice des alligators de la région. Et elle leur dit, ah, attention, avec un mauvais accent, mais elle leur dit, je suis une touriste française et il y a un alligator qui va être abîmé. Là, j'ai garé mon camping-car pour que l'alligator ne soit pas endommagé. Donc, venez vite. Voilà. Donc, ils sont venus et ils ont sauvé la situation parce que avant ça, elle avait téléphoné à la police qui avait cru à un canular, etc. Bon, voilà, elle sauve la situation, entre guillemets. Et puis, le lendemain, son manager lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'alligator? C'est quoi tous ces coups de fil que tu as passés pour trouver une solution? Ce n'est pas notre travail. Bon, c'est bien, bravo, merci, mais la prochaine fois, tu feras attention. Et puis, elle se fait engueuler, quoi. En gros, excusez-moi, le vocabulaire. Et donc, quand elle me racontait ça, cette Lisa, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très illustrant du sujet, c'est-à-dire on est confronté à des situations difficiles, imprévues, on va les préciser ce que c'est qu'une situation imprévue, et on agit dans ce moment-là, donc on essaie de trouver des solutions dans un temps très court, dans un temps très limité, et malheureusement, la majorité du temps, des témoignages que j'ai recueillis depuis 10 ans que je travaille sur ce sujet, c'est plutôt péjoratif. Finalement, on voit bien qu'il y a un sujet il y a un problème, on va dire, en tout cas, de valorisation du terme. Et donc, je me suis attaqué à ce sujet. Et donc, c'est pour ça que, pour le coup, je me suis intéressé depuis 2011 au sujet de l'improvisation. Une deuxième petite anecdote, j'anime des formations en 2011 pour l'armée de l'air. Et des lieutenants-colonels me disent, durant l'une de ces formations, ils me disent,
Florent, c'est super intéressant ce que vous nous racontez, mode projet, management d'équipe, fédération, motivation, gestion des ressources humaines, conduite et accompagnement de changement, ouais, super. Mais comment on fait quand on est quand on doit improviser? Parce que nous, sur le théâtre des opérations, on improvise assez fréquemment. Vous ne nous en parlez pas de ça. Et donc, ça m'a interpellé et je me suis dit, ben, il faut vraiment que je creuse le sujet. Donc, depuis 2011, je creuse le sujet, j'essaye de recueillir de la matière et surtout un cadre, pour donner un cadre à ce sujet. Et voilà, donc je voudrais partager avec vous quelques découvertes ou quelques éléments sur le cadre, pour donner un cadre à ces actions improvisées. Alors, je vous propose 5 raisons déjà pour se dire, tiens, il y a 5 raisons pour reconnaître et manager les improvisations. Et vous avez vu, dans le titre de l'aparté, on a dit agir avec l'imprévu. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que si je parle d'improvisation, tout de suite, les gens pensent théâtre ou gestion d'urgence, ou gestion de crise. Et donc, pour le coup, gestion du stress. Et donc, l'idée, c'était de dire, bah, si je dis agir avec l'imprévu, je vais peut-être provoquer un autre regard déjà. Donc, mon livre, c'est un plaidoyer pour changer de regard sur les improvisations et dire que les improvisations sont des pratiques professionnelles. Mais pour cela, il faut peut-être dire pourquoi on devrait s'en occuper. Alors, la première raison, c'est que dans un monde VUCA, vous connaissez maintenant tous et toutes l'acronyme, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu. On voit bien que voilà, si je prends la crise du Covid, la gestion de la crise du Covid depuis 2 ans, c'est vraiment ça, quoi. Volatile, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment l'attraper. Incertain, on ne sait pas ce qui va se passer. Complexe, tout est interdépendant. Et ambigu, ben, on ne sait pas trop comment interpréter des signaux ou des avancées de connaissances. Donc, dans un monde qui est de plus en plus, qui présente ces caractéristiques, savoir et pouvoir agir avec l'imprévu me semble être un atout plutôt qu'un problème, on va dire. Hein. Voilà, donc, sachant que, bien sûr, savoir organiser et savoir planifier sont tout autant des atouts. Ce n'est pas pour dire le contraire. Deuxième chose, c'est que reconnaître les improvisations, ça suppose un mouvement qui consiste à reconnaître et à intégrer les situations imprévues. Donc, je vais vous proposer un petit modèle très simple. J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais ça me semble important de dire les imprévus font partie des situations professionnelles et le dire, c'est aussi rendre ça mesurable et concret. Donc, pour permettre de naviguer plus globalement dans l'inconnu, c'est-à-dire se dire qu'à chaque fois qu'il y a un imprévu, arrêtez de se dire « Ah non, zut, ah bon, tiens, un imprévu, ben voilà ». Et donc, voilà, il y a cette histoire de l'acceptation de l'imprévu. Dans un monde où il y a de plus en plus d'intelligence artificielle et de robots et de machines, la valeur ajoutée de l'être humain, une des valeurs ajoutées de la ressource humaine que nous constituons, ben, ça serait d'improviser. Je pense que, alors bon, je ne vais pas développer là non plus, vous voyez, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses à dire. Mais dans un monde de machines et d'intelligence artificielle, l'être humain, sa valeur ajoutée, ça ne va pas être de programmer, puisque les machines le font mieux que nous. Ce serait plutôt, justement, d'improviser ou de gérer ou d'agir dans l'imprévu. L'autre raison, c'est que, et c'est ce que je voudrais démontrer, c'est que chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, nous avons des ressources spécifiques qui nous permettent d'improviser et de performer. Voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais poser et sur lequel je voudrais étayer mon propos et dire c'est grâce à ça, c'est grâce à ces ressources très individuelles, très, très spécifiques, mais il y a aussi des dimensions collectives, bien entendu, mais qu'on peut développer des innovations. En gros, voilà, c'est ça le sens de mon propos et de ce que je voudrais vous proposer et ce que je développe dans le livre. Hein. Donc, vous voyez, je passe assez vite sur ces éléments-là, mais ça me semble être important de présenter ça en amont parce qu'on est vraiment dans un paradoxe où on se dit « Ah, c'est cool, hein, au quotidien, ah, tu as improvisé, c'est cool ». Ça se dit comme ça en cachette, mais par contre, cacher ces improvisations que je ne saurais voir. C'est-à-dire que la structure, l'organisation ne souhaite pas forcément les prendre en compte. Et moi, mon plaidoyer, c'est pour les prendre en compte à côté des structurations, des actions planifiées, des routines et des adaptations. On va voir que ce n'est pas tout à fait pareil. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une improvisation professionnelle? Voilà. Donc l'idée, c'est de dire improviser au travail, c'est une pratique professionnelle. Donc, improviser, ce n'est pas s'adapter. Souvent, on confond. Donc, improviser, ce n'est pas s'adapter. Parce que, en fait, la différence majeure, c'est que pour s'adapter, eh ben, on a du temps. Voilà, la différence majeure entre l'improvisation et l'adaptation, c'est que pour s'adapter, on a du temps. Dans les deux cas de figure, on est confronté à une situation
inconnue, nouvelle, mais s'adapter, on a le temps. En fait, on a le temps de réfléchir, on a le temps de téléphoner à un ami, on a le temps d'aller regarder des choses sur Internet, on a le temps d'en parler en équipe, on a le temps de préparer une solution, même si la situation est inconnue. Donc, on est plutôt sur une histoire de mode projet. S'adapter, c'est le mode projet, en fait. Improviser, c'est tout faire en même temps, c'est-à-dire penser, décider, agir en même temps dans une situation inédite, avec un délai court et des moyens contraints. Donc, s'adapter, c'est prendre le temps de décider et d'agir, hein, et on va essayer de trouver les moyens. Alors que dans l'improvisation, il y a tout qui arrive quasiment dans le même temps. Hein. J'ai accompagné une directrice régionale des affaires culturelles dans sa prise de poste pendant après le 13 mars, donc vous voyez 2020, c'est-à-dire le jour où on annonce le confinement, la semaine d'après, cette DRAC prend son poste. Donc, voilà, prise de poste dans une situation particulièrement imprévisible. Donc, voilà, comment est-ce qu'on fait pour agir dans ces moments-là, dans ces situations-là, avec des moyens contraints, sur quoi on va s'appuyer, etc. Donc, on est vraiment dans ce sujet de ce n'est pas s'adapter, c'est avoir un peu plus de temps. Donc, par exemple, pour vous permettre de comprendre et de partager avec vous cette distinction, je vérifie que je ne suis pas trop, ça va, j'essaie d'avancer un peu. Hein. Donc, pour intégrer les imprévus au travail, ce que je propose dans mon livre, et c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille et sur lequel je propose des recherches-actions, sur lequel je propose des accompagnements, sur lequel je pense qu'il faut mettre des stats, hein, il faut chiffrer, il faut mesurer. Ça rassure les ingénieurs, ça rassure les chefs de service, les chefs de bureau, les managers, ça rassure tout le monde de se dire, voilà, on peut mesurer, quantifier l'imprévisible. Pourquoi? Parce qu'on peut mesurer le temps qu'on consacre à ce qui est une situation connue et où on a une pression du temps faible, ce qu'on va appeler ici le certain. Ce qui est connu, mais qui demande une pression du temps très forte, c'est l'urgence. Moi, je propose qu'on qualifie l'urgence comme étant une situation connue, mais pour laquelle on a d'habitude, on a 2 heures, 3 heures, là, on a 10 minutes, donc ça devient une urgence. On a ce qui est incertain, c'est-à-dire on a une situation inconnue, mais comme je le disais tout à l'heure, on a du temps, on a un peu de temps pour anticiper, on a un peu de temps pour s'adapter, et puis il y a l'imprévisible qui suppose une action immédiate. Ce qui fait qu'on peut le dire autrement, en termes de, voilà, on peut dire qu'en gros, au travail, on vit 4 situations professionnelles. On pourrait imaginer de se dire, de mesurer ça, d'ailleurs que, et donc voilà, si on avait 2 heures, et donc ce n'est pas le cas, hein, mais si nous avions 2 heures là, ce que je vous proposerais, c'est de prendre le temps de réfléchir au temps que vous avez consacré, par exemple, depuis lundi, sur ces 4 types de situations. Est-ce que depuis lundi, vous avez consacré 80% de votre temps à des situations connues avec du temps pour le faire, c'est-à-dire des processus, des standards, des routines? Est-ce que vous avez consacré 80% ou 10%, 20% de votre temps aux urgences, vous voyez, etc. Et adaptation, expérimentation, projet, combien de temps vous avez consacré à ça? Et est-ce qu'il y a eu des imprévus? Est-ce que finalement, il y a du temps que vous avez consacré depuis lundi à des actions où vous avez dû agir presque dans le moment, ou à 10-15 minutes de délai, et dans une situation que vous ne connaissiez pas? Et c'est ça les imprévus. Et donc, moi, je pense que les managers, les RH, voilà, devraient s'inspirer de cet outil qui permettrait peut-être de piloter différemment l'activité et de faire des rétrospectives, c'est-à-dire depuis 6 mois, finalement, combien de temps avons-nous consacré? Parce que derrière ces 4 situations, il y a des manières de manager et des manières de développer les compétences qui sont différentes, justement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les ressources, donc les compétences pour simplifier, que l'on mobilise dans la case imprévue. C'est ça sur lequel je me suis penché le plus. Et je me suis rendu compte, vous allez voir, c'est ce que je vais vous présenter, c'est que je me suis rendu compte que les ressources individuelles que nous développions dans ces situations d'imprévu, ce sont des ressources que l'on peut combiner, qui nous permettent d'innover. Et donc, mon idée, ma proposition, c'est de dire, nous pouvons détecter le potentiel d'innovation des équipes à partir des improvisations de ces personnes. Voilà, c'est ça ma proposition. Et donc, je vais vous la présenter. Mais avant de vous la présenter, bien sûr, dire qu'il n'y a pas que des ressources individuelles, hein, pour agir
dans l'imprévu, avec et l'imprévu. Il n'y a pas que des ressources individuelles, bien sûr. Et c'est comme les processus d'innovation. Là, si on a je crois qu'il y a une designer parmi nous, il y a des gens dont c'est le métier, le design thinking, la pensée design, les organisations en mode projet agile avec les scrums, etc., etc. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui connaissent très, très bien le sujet, mieux que moi. Et moi, mon idée, c'est de dire que les ressources qui permettent d'agir dans l'imprévu, avec l'imprévu, c'est à peu près les mêmes ressources qui permettent de faire les projets que vous faites. C'est l'environnement de travail. Donc, moi, j'appelle ça l'improvisabilité du milieu de travail. C'est-à-dire, est-ce que là où je travaille, ça permet d'improviser, ça permet d'agir avec l'imprévu. Ou au contraire, ça ne le permet pas. Par exemple, les Zooms, les Teams et autres, ce sont des moments, des séquences de travail où l'improvisation est quand même très contrainte. Ce n'est pas évident d'improviser. Vous voyez, là, en ce moment, je suis contraint par la technique, par la synchronicité, etc. Donc, l'improvisation va être assez plus difficile. Mais l'environnement de travail, donc, c'est un premier élément. Et donc, l'étape, il y a une salle, je crois, j'y suis jamais allé encore, mais il y a une salle, créativité, je crois. Et voilà, donc, on essaie de créer des espaces qui facilitent cette improvisabilité, d'une certaine manière. Le deuxième facteur de réussite dans l'improvisation, c'est bien sûr l'équipe. Je vous parle, moi, souvent, je creuse la dimension individuelle parce que c'est la plus méconnue. Mais il y a plein de travaux sur comment est-ce qu'on improvise collectivement. Là, le théâtre d'improvisation peut être une source intéressante d'inspiration, mais pas seulement. Je n'ai pas le temps de développer, mais je pense que c'est réducteur de mobiliser les métaphores artistiques pour penser l'improvisation. C'est réducteur et voilà, c'est réducteur. Ça empêche de voir des choses. Ça nous aveugle sur certaines choses. Et la troisième source sociale et collective qui permet d'improviser, bien sûr, c'est le plan. C'est les plans, la planification, que ce soit en mode agile ou en cascade, ou quelle que soit la manière dont on planifie l'activité, le plan, c'est une ressource pour improviser. C'est souvent la première ressource que l'on détourne, détricote, change, mais on a un élément sur lequel s'appuyer pour improviser. Donc, on n'improvise pas ex nihilo, bien sûr, on improvise parce qu'il y a des choses qui sont prévues. Voilà, c'est cette dialectique entre prévoir et improviser. Ça, c'est pour les ressources sociales. Je fais très, très vite. J'ai un chapitre là-dessus dans le bouquin, mais voilà, ce POF. Je voudrais aller tout de suite dans les ressources individuelles parce que, vous l'avez compris, je suis speed pour qu'on ait le temps d'échanger. Donc, dans mon bouquin, j'ai une boîte à outils avec plein de fiches sur quel improvisateur suis-je au travail, donc plein de techniques et de questionnaires pour essayer de se demander, pour se dire à soi-même, alors est-ce que moi, qui lis ce bouquin ou qui intervient au travail, voilà, quel est mon profil d'improvisateur? Donc, en quelques mots, quelle est ma proposition? Ma proposition, c'est de dire que chacun d'entre nous, nous avons trois ressources, que nous pouvons mobiliser trois ressources personnelles, individuelles, et que c'est cette combinaison de ressources qui nous permet de performer dans l'imprévu, dans et avec l'imprévu. Ce sont ces trois ressources-là. Et donc, j'ai vraiment écarté, et dans mon bouquin, j'explique pourquoi, j'écarte les notions de créativité. Pourtant, divergence, on en est très proche, évidemment. Mais ce n'est pas tout à fait pareil, la créativité. Donc, je mets de côté la créativité, je prends que la divergence dans mon modèle. J'ai mis de côté ce qu'on appelle la sérendipité, parce que la sérendipité, c'est autre chose encore. Et puis, j'ai mis de côté aussi l'agilité, parce que l'agilité comportementale, les modèles dont on dispose aujourd'hui sur l'agilité comportementale, qui sont très intéressants, qui parlent aussi d'innovation, ne permettent pas de détecter ce qui se passe dans la situation imprévue. Souvent, on parle d'intelligence situationnelle et de rébellion constructive dans l'agilité, sauf qu'on ne dit pas comment on fait pour connaître ça quand on est dans l'imprévu. Donc, moi, je propose trois ressources qui permettent d'agir. L'intuition, le bricolage et la divergence. Alors, l'intuition, ce serait des trois ressources la plus proche de la structure de la personnalité. C'est-à-dire que moi, je pense, donc avec humilité, je ne suis pas, il y a certainement des experts sur lesquels qui sont des experts de l'intuition, mais en tout cas, de ce que j'ai, de mes recherches, de mes lectures, de mes échanges, de mes discussions, on va dire que l'intuition, ce serait plutôt une ressource, si on parle de ressources humaines, une ressource plutôt proche de la structure de la personnalité. Donc, pour le coup, c'est peut-être une ressource qu'on ne peut pas forcément développer. Mais par contre, il faut peut-être connaître son niveau de facilité à être dans l'intuition quand on est confronté à une situation. Donc ça, par des tests, on peut le mesurer. On peut mesurer
son niveau d'intuition. Et l'intuition, quand tu confrontes à une situation inconnue et qui arrive rapidement, c'est ce qui me permet d'avoir ce grand panorama de ce qui se passe. Ah tiens, comme on dit en anglais, the big picture, tiens, tout d'un coup, je sais, je vois, je comprends un peu globalement, de manière intuitive, sans savoir pourquoi, sans découper. C'est l'intuition qui me le donne, ça. La deuxième ressource que je mobilise presque de manière complémentaire et instantanée avec les deux autres, c'est le bricolage. C'est-à-dire que, évidemment, la plupart du temps, on est dans des moyens contrats quand on improvise. On fait avec ce qu'on trouve. Voilà. Donc là, sur mon bureau, j'ai une agrafeuse, j'ai, je ne sais pas, une règle, un stylo, du papier, un dé. Voilà. Et donc, c'est avec ces éléments-là que je vais faire ce que je peux faire. D'accord? Donc, le bricolage, c'est une ressource individuelle au sens où c'est une sorte d'autorisation de se dire, malgré l'imperfection des moyens, je vais quand même agir, je vais utiliser et détourner ce qui se trouve autour de moi. Et donc, j'ai trouvé que le meilleur terme, c'était bricolage. Alors évidemment, c'est un peu péjoratif aussi, c'est comme improvisation, mais pour le coup, je pense qu'il faudrait vraiment réhabiliter ce terme parce que le bricolage, c'est une notion très importante au travail. Donc voilà, agir malgré l'imperfection des moyens disponibles. Et enfin, la divergence, donc, qui s'approche de la créativité, c'est la deuxième jambe de la créativité, l'autre étant la convergence. Mais dans l'improvisation, la convergence n'intervient pas, il n'y a que la divergence qui intervient. Dans l'improvisation, dans l'action d'improviser, c'est ce moment où, pour le coup, je vais sortir du cadre, des règles de la situation, je vais faire une association d'idées, je vais avoir une pensée fluide, donc, comme son nom l'indique, je vais sortir du cadre. Et donc, ce sont ces trois ressources combinées qui font que je suis performant quand j'improvise. La proposition que je fais, c'est est-ce que ça serait vraiment génial que toute personne qui travaille connaisse ses propres ressources pour agir dans l'imprévu? Je trouve que ce serait… Moi, je cherche des alliés et des partenariats avec tous les acteurs RH qui seraient intéressés pour creuser ce sujet et le rendre concret et comment dire, puissant. Parce que je pense que, par exemple, pour certains cadres dirigeants ou pour certains acteurs de terrain, les ressources d'improvisation sont des ressources qui sont particulièrement mobilisées, quoi. Donc, pour le coup, se dire que je peux improviser, je sais pourquoi j'improvise et comment ça se fait que j'y arrive, ça permettrait peut-être de progresser, il me semble, dans cette nouvelle frontière que Marine appelle de ses voeux. Clin d'œil, Marine Beck. Et puis, pourquoi parler d'innovation? Et j'en ai fini, je pense que ça va être bon, on va avoir le temps d'échanger. C'est que avec ces ressources, donc je passe sur ça, tant pis, je vais directement sur les ressources d'innovation, c'est que quand je croise ces ressources, eh bien, je retrouve le process de l'innovation. C'est-à-dire que le process d'innovation, quand on essaie de le structurer, de le normer, d'en faire une méthodologie, vous voyez, les étapes par lesquelles on doit passer pour faire une innovation. Souvent, on dit qu'il faut d'abord commencer par de l'idéation. Il faut qu'il y ait une capacité à générer des idées neuves. Et puis, et là, ça peut être concomitant ou séquentiel, il va y avoir l'invention, donc inventer, matérialiser une intuition, et puis il va y avoir l'expérimentation, on va prototyper, on va tester, on va expérimenter. Donc moi, la proposition que je fais dans mon bouquin et que j'ai déjà testé chez EDF une fois, donc j'espère que ça va se renouveler, c'est de tester le potentiel d'innovation d'une équipe. C'est-à-dire, quand nous improvisons, nous mobilisons des ressources, tiens, si je fais mon profil d'improvisateur, est-ce que je détecte des capacités d'innovation? Ce qui fait que l'idée concrète que j'ai par rapport à ce sujet-là, par rapport à vous qui faites peut-être des process d'innovation et de transformation des services publics, l'idée, ce serait de se dire, quand je le fais, comment est-ce que je peux composer mes équipes, par exemple? Est-ce que les personnes que j'ai dans mon équipe vont avoir des profils qui vont être des profils qui vont avoir un potentiel d'innovation? Donc, est-ce que c'est quelque chose dont on pourrait détecter ensemble avec eux? Est-ce que c'est quelque chose que je vais me dire, tiens, c'est marrant, dans mon process d'innovation, on bute beaucoup dans l'expérimentation. Dans l'expérimentation, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est parce que, pour des raisons process, méthodo, ou est-ce que c'est parce que les gens qui font ça, en fait, qui sont censés être dans l'expérimentation, finalement, leurs ressources de bricolage divergence sont très faibles, donc il faudrait peut-être les aider à les développer. Voilà, ça peut être une idée. Et puis, l'autre idée que j'ai sur l'innovation, et je vais m'arrêter là, parce que vraiment, je voudrais qu'il y ait un échange,
c'est que s'appuyer sur les improvisations aussi, c'est-à-dire les solutions improvisées. Vous voyez, faire une espèce de bourse à la détection des solutions improvisées. Donc, cette semaine ou ce mois-ci, quelles ont été les solutions que vous avez improvisées? Alors, racontez-nous. Ah, mais non, mais j'ose pas. Si je te raconte ça, tu vas dire que j'ai effectué une erreur ou que j'ai fait une bêtise. Bon, vas-y, raconte ta solution improvisée. Ah bah, et ça a marché. Ok, super. Donc, c'est une super solution improvisée. Est-ce que cette solution improvisée, il n'y aurait pas quelque chose dans cette solution improvisée qui serait le ferment d'une innovation? Ah bah ouais, peut-être. Peut-être que ce que tu as fait, on pourrait peut-être le reproduire, le décortiquer et se dire dedans, ah, mais il y a une innovation qu'on pourrait développer pour le service. Voilà, c'est ça mes deux propositions par rapport à improvisation et innovation. La première, détecter le potentiel d'innovation des équipes et se dire que quand on improvise, on mobilise des ressources qui sont vraiment essentielles pour les process d'innovation. Et la deuxième idée, c'est de dire s'appuyer sur ces improvisations parce que les solutions que l'on fait quand on improvise, ce sont des solutions sur lesquelles on peut s'appuyer pour développer des idées et les renforcer dans un process, ça s'appelle le remettre dans un process classique, hein, un Scrum ou autre, pour aboutir à un prototype. Voilà, je m'arrête là. Je pense que c'est bien de m'arrêter là pour que je m'arrête là, mais oui, juste, je fais une promo, c'est-à-dire que mon éditeur, non mais j'en ai pour 30 secondes, mon éditeur m'a dit, OK, s'il y a des gens qui sont intéressés, on fait une promo, voilà, vous allez sur le site de l'éditeur, vous faites Croco22, vous avez une petite promo pour l'achat du bouquin, voilà. Mais sinon, voilà, parlons de ça. J'arrête le partage, hein, c'est ça? Oui, comme ça, on peut C'est tous se comment voir. Merci beaucoup, Florent, d'avoir posé les bases. Et je trouve que les ponts que tu fais entre les notions, non, mais sont super intéressants. Est-ce que déjà là, on a quelques questions, interrogations, des choses qui vous ont surpris, étonné, ou dans lesquelles vous vous retrouvez et qui font écho d'accord, dans vos pratiques aussi professionnelles? ou en désaccord. Ou en encore. Voilà. Alors, il y en a certains pour lesquels je ne vois pas la webcam. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas soit à déverrouiller sauvagement votre micro pour prendre la parole, soit à me faire un petit coucou dans le chat. Allez-y, c'est toujours Est-ce la que, première est-ce question qui est la est-ce que plus… vous, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les gens, vous êtes là? Alors, peut-être que ce que je peux dire, c'est que donc, dans mon plaidoyer, il y a 3 mouvements. Il y en a un, ce qui est de reconnaître les situations imprévues au travail. Donc, est-ce que ça, par exemple, déjà, ça, est-ce que ça pose question? Est-ce que vous dites, c'est totalement impossible à faire, ça pose des questions, les freins sont trop importants pour identifier, reconnaître les situations imprévues? Ça pourrait être une première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la définition de l'improvisation professionnelle? Est-ce que vous pensez que dire improviser, c'est une pratique professionnelle en l'étayant, en la cadrant, ça vous paraît quelque chose d'envisageable ou les freins culturels sont trop importants aujourd'hui? Et puis, troisième sujet potentiel aussi, c'est que pensez-vous du modèle sur les ressources individuelles qui permettrait d'innover? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelles questions ça vous pose? Ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai été vraiment trop rapide et pour lesquelles vous voudriez que je revienne, quoi? Parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être Alors, je crois qu'Élodie voilà, avait déverrouillé son micro pour poser une question. Je t'en prie, Élodie. Oui. Du coup, Florent, moi, ce qui m'intéressait, c'est un peu sur la fin de ton exposé, tu parlais d'une situation où, en fait, la personne avait été en nécessité d'improviser et tu questionnais la possibilité de pouvoir analyser cette improvisation et ensuite, en fait, de l'intégrer peut-être dans un processus d'innovation. Ah Est-ce oui. que tu auras un exemple à partager avec nous? C'est-à-dire Non, qui nous… Ah, j'ai pas un d'accord. non, mais j'ai Ok. pas un exemple. Non, mais non, mais je préfère être très franc et Mm, pas dire enfin, pas inventer des choses. Je pourrais improviser là, peut-être. Je pourrais peut-être mm, improviser. Non, j'ai pas d'exemple concret. Parce que en fait, ce que j'ai développé, moi, Elodie, c'était plutôt le sujet de s'appuyer sur les ressources individuelles pour identifier le potentiel d'innovation. Ça j'ai un exemple, puisque j'ai travaillé pour le pôle recherche de EDF,
à sa clé. Mhm. Et donc là l'enjeu, c'était plutôt d'identifier le potentiel d'innovation des équipes de recherche. Donc là, en fait, Mhm. concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Mais après, je peux revenir sur ce que j'ai énoncé sur ta question, hein. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des ateliers. En fait, on a mis en place des ateliers avec les équipes de recherche de EDF, des ateliers qui visaient, si tu veux, au bout de 3 heures, hein, en gros, l'atelier durait 3 heures pour que chacun identifie son potentiel d'improvisation. D'ailleurs, où est-ce qu'il se situe en termes d'intuition, de bricolage et de divergence? Et à partir de ça, d'identifier ces axes de progression ou ces freins dans le process d'innovation. En se disant, ah ouais, tiens, finalement, c'est vrai que finalement, dans notre équipe, on est en atrophie ou en hypertrophie. On est en hypertrophie en divergence, donc ça, on est à fond là-dessus. Par contre, on est en atrophie en bricolage, ce qui fait que dès qu'on est dans matérialiser une intuition ou prototyper, on n'est pas terrible. Donc, voilà ce qu'on a fait concrètement sur ce premier point. Le deuxième point qui est de s'appuyer sur identifier des improvisations, des solutions improvisées et les remettre en mode capitalisation dans le panier et voir comment on a relancé la machine à partir de ça. Moi, je n'ai pas eu la chance, si tu veux, si je me permets de te tutoyer, je n'ai pas eu la chance Oui, bien sûr. j'ai pas eu la chance d'observer concrètement des situations de cette nature-là. Et les situations qu'on m'a racontées d'improvisation ont été plutôt marquées sous le fer de faut pas recommencer, ou alors c'est top confidentiel. Tu vois, par exemple, bon, on m'a raconté un truc pour survoler la Syrie avant de la bombarder. Quand Nicolas Sarkozy était président de la République, la solution qui a été improvisée, je ne suis pas sûr qu'elle fasse partie d'une fiche de rétex du ministère de l'Armée de l'air. Mais je peux la raconter, si tu veux. Ça, c'est le seul exemple que j'ai en tête. Une solution improvisée qui aurait peut-être pu faire l'objet d'une fiche de retour d'expérience. Nicolas Sarkozy, donc président de la République, dit il faut survoler la Syrie et il l'a bombardé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça vaguement, c'est il y a quelques années. Et donc, à l'armée de l'air, donc le lieutenant-colonel à qui l'ordre descend, il dit, mais ce n'est pas possible en fait, on ne peut pas faire ça pour le demain, parce que normalement, il nous faut 2 jours, parce qu'il faut qu'on envoie un avion particulier qui permette de trianguler les positions. Et donc, le général leur dit, je m'en fous, trouvez une solution. Vous devez trouver une solution. Le président de la République veut qu'on bombarde sans que personne de l'OTAN ne le sache, donc vous devez trouver une solution. Donc, ils ont survolé la Libye avec une deuxième personne dans le cockpit du Rafale avec un téléobjectif. Il a pris des photos. C'est son appareil à lui qu'il a été chercher chez lui avant de partir. Enfin, voilà, ils m'ont raconté toute l'histoire. Je ne pense pas que je raconte quelque chose de top secret défense. Mais voilà, on trouve une solution, on improvise une solution et ensuite, on se demande comment cette solution peut être reprise pour faire des choses. Alors, j'ai des solutions, il y a des trucs rigolos qu'on m'a racontés en bord de mer, en bord de plage. Tu sais, des fois, tu as des plages de cailloux. Et donc, quand tu mets une chaise dans une plage de cailloux, ça ne marche pas. Tu as déjà essayé de mettre une chaise dans une chaise avec 4 trous, 4 trucs, 4, comment on dit, enfin, bref, oui, trucs. Donc, l'idée, c'était de mettre des chaussures. Donc, on prend des chaussures et on met dans la chaussure, ça tient. Donc, ça peut donner des idées à quelqu'un qui veut faire de l'innovation produit, par exemple. Je vais dire, ah bah tiens, donc on est plutôt sur ce process-là, mais j'aimerais bien avoir plein d'exemples, tu vois. Pour le coup, pour avoir plein d'exemples, il faudrait que je fasse plus de terrain orienté sur ça. Souvent, les solutions improvisées sont cachées sous silence, tu vois. C'est ça qui manque, moi, dans mon travail aujourd'hui. C'est des cas concrets qui étayeraient les pistes. Sur la détection des ressources, j'ai des exemples. Sur piloter avec les imprévus, j'ai des exemples. Par exemple, à Pôle emploi. J'ai accompagné une agence de Pôle emploi qui voulait bien expérimenter ce dispositif. Donc, dans une agence à Pôle emploi, on a mis en place le tableau de bord, là, vous savez, que je vous ai montré avec les 4 situations professionnelles, pour identifier finalement plus précisément ce qu'on appelle par situation imprévue vécue et quelles ont été les réponses qui ont été données par les agents. Voilà, ça, j'ai des exemples sur ce genre de choses. Mais on est dans de la prospective. Hein, tu vois, déjà, faire dire aux gens qu'improviser, c'est bien, déjà, pas mal. Mais non, je n'ai pas d'exemple concret par rapport à ce que tu dis. Non, mais c'est parfait. Et je le regrette. Merci pour ton honnêteté. Non, mais non, c'est très bien. Ok, d'accord. Je cherche, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a. Ouais. Moi, je dirais qu'effectivement, peut-être en complément, c'est des choses qu'on voit pas mal
auprès d'opérationnels qui sont sur le terrain, notamment dans les services de gendarmerie Ouais. ou dans les services de secours, où en Mmh. fait, voilà, ils sont souvent confrontés à des situations d'urgence et avec des moyens qui sont un petit peu limités et ils ont la créativité nécessaire pour bricoler des solutions. Mmh. Et tout l'enjeu, et je pense que c'était aussi ta question, Élodie, c'est de savoir comment on arrive à capitaliser sur ces improvisations pour qu'elles deviennent des innovations, des inventions et qu'elles soient standardisées et déployées au profit de tous ceux et toutes celles qui rencontrent les mêmes problématiques sur le terrain. Et je trouve qu'à cet égard, la politique, notamment des services de gendarmerie et même de la ministère des Armées, en essayant de faire remonter ces initiatives du terrain, en les récompensant avec concours. Enfin voilà, et puis ils ont quelques modalités sur lesquelles ils peuvent jouer de reconnaissance qu'on n'a pas forcément dans le civil, mais voilà, qui sont intéressantes pour essayer de justement peut-être de redonner ces lettres de noblesse à l'improvisation et que les trouvailles puissent bénéficier un maximum de collègues, quoi. Oui, et peut-être dans le bouquin, en fait, dans les fiches pratiques qu'il y a à la fin de mon bouquin, en fait, il y en a une qui s'appelle « Identifier et valoriser des exemples d'improvisation quotidienne au travail ». Donc, pour le coup, les propositions que je fais dans mon bouquin, sur la diapo que je n'ai pas présentée tout à l'heure, c'est comment manager les improvisations. Et je pense qu'une possibilité, c'est que le manager, mon chef de service, chef de bureau, directeur, etc., installe de manière simple dans son équipe la possibilité, à chaque fois qu'il y a une réunion, de dire est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été improvisé, par exemple. Et donc, plutôt que tout de suite de dire ah là 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 là, solution bricolée, c'est pas ce qu'il fallait faire, mais plutôt de dire alors qu'est-ce qui a marché, quelle est cette solution improvisée, et qu'est-ce qui est dans cette solution improvisée, à la fois le signe de ressources individuelles qu'on peut utiliser pour faire autre chose, pour inventer, pour innover, et aussi quelles sont les idées concrètes qui émergent de cette solution improvisée que l'on peut capitaliser, et donc en faire comme tu dis, alors standardiser, je ne sais pas, mais en tout cas, ajouter à notre répertoire. Hein, voilà, par exemple, comment faire face à un alligator en Australie, ça peut être pas mal que ce soit dans le répertoire maintenant de l'opératrice, par exemple. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de situations qui ont été vécues ces 2 ans qui malheureusement mériteraient d'être capitalisées, valorisées, et elles ne le Ouais, sont pas. c'est vrai. Et c'est ça que je trouve dommage, mais moi je suis tout seul, hein, je n'ai pas de force de frappe. Non, mais je veux dire, j'ai pas de force de frappe. Ça serait génial qu'un ministre se dise ou un directeur de service se dise ah bah voilà, en 2022, on va s'intéresser à nos capacités d'improvisation de manière cohérente, hein, avec nos capacités de planification. Parce que ce qui est important dans mon discours et dans mes propositions, dans mon bouquin, c'est de chercher un déséquilibre entre la structuration ou la planification et l'improvisation. C'est-à-dire que moi, mon idée, ce n'est pas de dire il faut tout improviser. Je suis contre ça. Je suis contre ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt d'identifier là où les improvisations sont pertinentes et performantes, et de manager l'équipe en fonction de ce déséquilibre. Voilà, donc il y a des secteurs d'activité où l'imprévu est très fort. Par exemple, en ce moment, j'interviens pour France Terre d'Asile, et donc pour le coup, quand on accueille des mineurs étrangers isolés, les imprévus sont très très nombreux. Par contre, le cadre dans lequel ça s'inscrit, qui est très juridique, vous voyez, donc il y a un équilibre. Comment je fais par rapport à un cadre qui est quand même très très fermé, et des variations très quotidiennes, des imprévus, c'est presque quotidien quand on accueille un public en très grande difficulté. Moi, j'ai travaillé avec des sans domicile fixe pendant 5 ans, de 1995 à 2000. Tous les jours, on est confronté à une situation inédite qu'on n'a jamais connue, et personne n'a la solution. Quand on coordonne des centres de loisirs dans une collectivité, et qu'il y a plein de gens qui sont malades, il y a plein de gens qui sont en grève, et qu'on décide quand même de maintenir certaines structures ouvertes, et qu'on le décide le jour pour le lendemain, ben forcément, voilà, on doit improviser des solutions. Et donc, tout ça, ça passe à l'as, quoi. C'est ça qui est triste.
Elodie, est-ce que tu avais une autre question en complément ou une remarque avant que je relaye la question d'Alexandre qu'il a posée dans le chat? Non, Non, c'est bon, c'était juste en fait, peut-être, voilà, l'idée c'était peut-être d'avoir un exemple un peu frappant pour pouvoir communiquer sur ce que dit Florent et pour pouvoir aussi convaincre mes ouais. interlocuteurs la pertinence de travailler sur ce sujet. Hmm. Mais bon, on pourra, voilà, on pourra recycler certains éléments de ton récit sans mentionner que c'est toi qui as fait fuiter les secrets défense. Non, mais je peux aussi Merci aller en tout cas, chercher. Florent. Merci Elodie. Non, mais ce que je peux faire, c'est que aussi, je peux essayer d'aller repiocher dans mon stock de. Parce qu'en fait, j'ai une mémoire. Alors, moi, j'improvise beaucoup parce que j'ai une mémoire du présent. Mais j'ai pas une. Voilà. Donc, il faudrait que j'aille chercher dans ma mémoire. Je suis sûr que je dois trouver des exemples, hein. Je dois en avoir, Pas de hein. problème. Ouais, certainement. Faut que je Merci les en tout trouve. cas, Florent. Désolé, Elodie. Je t'en prie. Florent, du coup, je te relaye la question d'Alexandre et sa remarque. Donc, il nous dit bonjour, merci pour votre présentation très riche et bien articulée. Pour ce qui me concerne, je crois plus à la mise en œuvre de techniques innovantes ou non qu'à l'improvisation qui relève, à mon sens, plus d'un artifice qui ne dure qu'un temps. La gestion des crises, par exemple, par principe imprévu, impose une grande préparation, voire un entraînement régulier. Même l'imprévu doit se préparer, enfin, je crois. En tous les cas, partir d'une situation imprévue vécue pour en tirer une expérience. Qu'en pensez-vous? Bah oui, la fin de la phrase me va bien. Avant, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais oui, oui, c'est-à-dire que c'est dans ce sens-là, à mon sens, Alexandre, c'est dans ce sens-là que les choses se passent. C'est-à-dire que c'est à partir de l'expérience d'une situation imprévue vécue que l'on peut travailler sur l'improvisation professionnelle, c'est surtout travailler de manière rétrospective. C'est-à-dire, c'est seulement que quand l'improvisation a eu lieu qu'on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été performant ou pas? Ensuite, sur préparer l'imprévu ou se préparer à l'improviser, ma réponse pourrait être vraiment très longue. Pour le coup, je vais essayer d'être pas trop long. Un des éléments qui fait qu'on aveugle, que les pratiques quotidiennes d'improvisation sont aveuglées ou sont invisibles, c'est que justement, pour le coup, on a tendance à considérer que l'improvisation, en fait, en gros, il y a trois grandes métaphores, il y a trois grands modèles ou paradigmes de l'improvisation. Le premier, c'est la métaphore artistique. C'est-à-dire qu'improviser, finalement, c'est comme dans l'art, c'est-à-dire c'est un acte délibéré de liberté créatrice. Et donc, quand on va dans ce côté-là, il y a quand même beaucoup de structures qui vendent des prestations auprès d'entreprises et d'organisations pour leur dire, nous, on fait du théâtre d'improvisation, on va vous apprendre à improviser. Donc, on s'appuie sur les ressources d'improvisation de type artistique. Sauf que là où moi, je trouve qu'il y a un problème, c'est qu'au travail, on n'est pas tout le temps en train d'avoir une adaptation délibérée et ludique face à une situation. Donc, ce n'est pas toujours transférable. À l'opposé, et donc je suis d'accord avec vous sur ce point-là, Alexandre, c'est-à-dire que si c'est ça l'improvisation, c'est non. Si l'improvisation, à l'opposé de ce spectre, c'est uniquement de la gestion de crise, et donc pour le coup, on est à l'opposé de la liberté créatrice, on est sur la protection de la sécurité, c'est-à-dire on est sur quelque chose de très dangereux. C'est-à-dire, il y a la mort ou la sécurité des biens des personnes est mise en danger, et donc pour le coup, on va improviser dans ce genre de cas de figure. D'accord? Donc, ça serait l'opposé. Pour moi, ça permet de mettre à l'opposé les deux choses. Et donc, oui, c'est ça, d'une situation. OK, ouais, OK, Alexandre, je vois ce qui est écrit. Mais pour le coup, ce qui est important de comprendre, c'est que les pratiques d'improvisation professionnelle, leur grande majorité, sont invisibles parce qu'elles ne se situent ni dans une gestion de crise où il y a une sécurité des biens des personnes qui est en danger, ni dans une adaptation délibérée de l'individu qui très créativement va chercher quelque chose, ni uniquement dans la gestion du stress. Parce que c'est important, la gestion du stress par rapport à l'imprévu. Les pratiques d'improvisation se situent à l'intérieur de ce triangle. Vous voyez, c'est à l'intérieur de ça qu'il y a la majorité des pratiques d'improvisation. Et toutes les personnes spécialistes de la gestion des crises avec lesquelles j'ai travaillé, notamment, j'ai eu la chance, et je le remercie même s'il n'est pas là, j'ai pu observer des simulations de crise à Air France. Donc, j'ai pu être un observateur des simulations de gestion de crise. Tout est, comme Alexandre le dit, tout est extrêmement scripté. Il y a un script avec un protocole. Sauf que dès qu'il y a un grain de sable, comme disait quelqu'un tout à l'heure,
dès qu'il y a un grain de sable dans le protocole, c'est le bazar. Et les plus grands stratèges de sport et militaires, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas, ce à quoi on ne peut pas se préparer, c'est à l'imprévu. Sur le théâtre des opérations, moi, j'ai discuté avec j'ai pas travaillé avec eux, j'ai discuté avec des pompiers, et donc ils me disaient, il y a plein de choses on a plein de plans A et plein de plans B, mais les plans C, on les a pas, on les invente en situation. Donc il y a plein de situations auxquelles on n'est pas préparé. La seule chose qu'on peut faire, quand on dit se préparer, c'est plutôt sur le stress, sur l'émotion. Là, on peut se préparer, on peut s'entraîner, ça, on peut se préparer. Mais par contre, tu as des meilleurs joueurs du monde, tu les mets sur le terrain et ça ne se passe pas du tout comme prévu, tu dois attendre la mi-temps pour parler avec eux, quoi. Donc, c'est pareil sur le théâtre des opérations pour les militaires ou pour les policiers ou pour la répression des fraudes. Quand ils vont monter un coup de filet, il y a toujours un imprévu et tu ne peux pas t'y préparer. Donc, pour moi, ce n'est pas la même chose. Quand on prépare quelque chose et que ça ne marche pas, soit ça ne marche pas parce qu'il y a un imprévu, donc il faut trouver la situation, soit on est trop focalisé sur la préparation. Voilà. C'est-à-dire que, et je pense que en fait, pour moi, les choses ne s'opposent pas. On a l'action improvisée et l'action préparée. Et elles vont ensemble. Le mieux on prépare, le mieux on se porte. Mais quand on a beaucoup préparé et que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la situation concrète, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai préparé finalement? Alors, j'ai des éléments pour me raccrocher aux branches, mais je suis obligé de faire avec ce qui se passe. Et donc, pour le coup, les plus grands spécialistes de gestion des crises, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, l'imprévu, on ne peut pas le prévoir. Par contre, on peut rétrospectivement en tirer plein de leçons et voilà, il est 11h59. Et peut-être juste du coup dans la minute qui nous reste, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais je relaye juste peut-être le retour d'Alexandre qui dit peut-être qu'il conviendrait de différencier une situation inédite d'une situation imprévue. Effectivement, parce que j'ai retenu aussi de ta présentation, Florent, que dans la situation imprévue, il y a ce caractère d'urgence, voilà, de délais qui sont très contraints pour y répondre. Et de moyens, effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si je peux prendre 30 secondes, c'est que ce qui me semble important, c'est que au travail, nous sommes confrontés à des situations que nous connaissons plus ou moins. Mais c'est très subjectif. C'est-à-dire que pour le coup, pour un tel, cette situation, elle est inédite et pour l'autre, elle ne l'est pas. Par contre, ce qu'ils ont en commun, c'est que la situation inédite et ils ont 15 minutes pour répondre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va différencier la performance d'un individu par rapport à un autre? Si je mobilise intuition, bricolage et divergence, il y a des chances que je m'en sorte mieux que si je ne suis pas à l'aise avec ces 3 ressources. Et l'imprévu, surtout, c'est comme un dé, justement. C'est comme un dé à 6 faces. Vous jetez le dé à 6 faces et ça tombe sur le 7. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le penser, ça. On ne peut pas l'imaginer, en fait. Et c'est pour ça que ça remet en cause presque quelque chose d'anthropologique au travail. Au travail, normalement, la seule chose qui est valable dans l'action au travail, c'est l'action planifiée, l'action préparée. Donc, dès qu'il y a un imprévu, ça met en cause, on a l'impression qu'on vacille sur nos bases. Et l'idée, c'est de dire, mais non. Alors oui, on va vaciller, mais on va ensemble identifier comment faire pour s'appuyer sur ces imprévus pour s'en sortir. Voilà. C'est une belle conclusion optimiste, en tout cas, sur nos capacités en tant qu'organisation à réussir à sortir par le haut de ces situations. Est-ce que, alors il est midi maintenant, donc on arrive vraiment au terme de notre aparté, mais est-ce qu'il y a encore peut-être encore 2 petites minutes pour une dernière question ou une dernière remarque ou interrogation qui vous brûlerait les lèvres avant qu'on se quitte? Moi, je me tiens à votre disposition, en tout cas. Hein, si ça chemine dans le cours de l'après-midi, voire de la nuit, que demain matin, voilà, vous avez une question ou une remarque ou voilà, quelque chose, vous n'hésiterez pas. Et puis, évidemment, on la relayera à Florent. Écoutez, d'abord, merci beaucoup de nous avoir rejoints et d'être toujours fidèles aux apartés en ce début de nouvelle année. On sera ravis de vous accueillir aussi
la semaine prochaine pour le prochain aparté qui aura comme sujet l'animation de communautés, comment on en fait naître et comment on les fédère. Et un grand merci, Florent, d'avoir partagé voilà, tes réflexions et des notions qui, je pense, sont assez utiles dans nos gestions de projets ou d'équipes au quotidien, des situations en tout cas qu'on rencontre dans nos pratiques professionnelles. Donc, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous ce matin. Et vous pourrez évidemment retrouver cet aparté en replay sur la chaîne YouTube de la Fabrique RH, comme les 27 autres qui les ont précédés. Merci beaucoup à toutes et tous. Florent, je te laisse dire un dernier mot. Ouais. Oui, je veux juste vous remercier et merci à toi, Marine, qui m'a inspiré un des sous-chapitres, hein, parce qu'elle m'a dit ça, Marine Beck, elle m'a dit « Improviser au travail, une nouvelle frontière ». Pour l'interrogation, donc quand même, je tiens à signaler copyright. Et donc, je prends 5% sur toutes les ventes. Non, je plaisante. Bon, bah alors, je plaisante. On va aller au resto alors. Hein. Et bonne journée à toutes et tous et à très vite. À bientôt. Merci. Merci Marine. Au revoir. Marine, est-ce qu'on